Au cœur du Lot, dans la région Occitanie, les causses, les vallées, les grottes et les gouffres fascinent l'homme depuis la nuit des temps, faisant de ces contrées un vivier de contes et de légendes. Le Quercy blanc et le Causse de Limogne s'étendent sur la partie sud du département et dissimulent dans leur sous-sol des trésors inestimables. La composition géologique argilo-calcaire rend ces terres propices à la culture de produits d'exception, qui font les lettres de noblesse de la région. Parmi eux, le Malbec, un cépage qui a donné naissance à bien des vins, traversant l'histoire notamment sous l'appellation de vin de Cahors. Appelé initialement le Côte, ce cépage emblématique du Lot se cultive depuis le 1er siècle et s'exporte partout dans le monde. L'autre pépite de ce terroir n'est autre que la truffe noire. Appelée Tuber melanosporum par les professionnels, elle porte des noms différents du Périgord au Vaucluse. Mais la truffe du Quercy se dit être la plus recherchée pour sa qualité et ses subtiles saveurs boisées. En ce jour de décembre, alors qu'une nappe de froid couvre la nature en hibernation, Paul Pinsard se prépare avec son compagnon de chasse pour partir à la recherche de la truffe. Il y a 40 ans, Paul s'installe près de l'Albinque avec son épouse. Dès son arrivée, il développe une véritable passion pour la culture de ce champignon noir. Quand je me suis marié avec mon épouse, qui elle était dans le milieu, puisque ses parents ils étaient exploitants, ils avaient quelques petites plantations de chênes, de chênes truffiers, ils ont ramassé tout le temps quelques truffes, et puis nous étions arrivés dans les années 80 où nous n'avions pratiquement plus de truffes. Donc nous nous sommes dit que si on voulait arriver à maintenir cette production dans notre région, donc on s'est mis à planter quelques chênes. Le chêne pubescent et le chêne vert sont tout comme le noisetier des arbres truffiers. Issus de la fructification du mycélium au niveau des racines, la truffe se développe en symbiose avec l'arbre dès le début du printemps. Durant l'été, elle prend forme et grossit, puis entre en phase de maturation fin novembre jusqu'à son apogée en janvier. Mais il ne suffit pas de connaître le cycle de la truffe pour la trouver. Encore faut-il savoir où la chercher. Viens, allez, cherche. Voilà, là, nous sommes sur une truffière où, pour le reconnaître, on dit comme ça qu'on est sur un brûlé. Le brûlé, c'est l'endroit où les truffes, on récolte les truffes, toute la différence entre là où il n'y a pas d'herbe et là où il y en a. Le terme caver, c'est chercher. Voilà, donc on cherche la truffe, on la cave, on la lève de la terre. Nous, on le fait avec un cochon parce que on pense que le cochon, comme il a un flair beaucoup moins prononcé que le chien, le cochon, il cherche la truffe pour la manger, donc lui, il cherche les meilleurs. Où elle est? Je ne l'ai pas vue. Une grosse majorité fait avec le chien pour des moyens de commodité. Un chien qui est bien dressé, il peut très bien vous trouver de la truffe qui n'est pas tout à fait à maturité ou qui est un peu dépassée. Top, voilà, tiens. Quand le cochon il me l'a marqué, donc la truffe elle est là, donc pour la lever, je passe par-dessous avec mon truffadou. Le temps qu'il me mange la récompense que je lui ai donnée, je fais ça, et puis la truffe, elle sort. Voilà. Lorsqu'il sent le parfum puissant de sous-bois et d'humus, le cochon ne se trompe jamais pour localiser la truffe à parfaite maturité. Mais depuis quelques années, il arrive à Paul d'avoir de mauvaises surprises lors de sa récolte hivernale. Là, nous avons 2 truffes. Il y en a une qui est vraiment super, marbrée fin, blanc avec une chair grisâtre, noirâtre. Et puis une truffe qui a souffert de la sécheresse, qui est devenue ici toute comme boisée. Pas facile pour un néophyte de reconnaître ce champignon de luxe parmi 1000 pierres et cailloux qui l'imitent jalousement. Une truffe, ça ressemble à une petite pomme de terre. La bonne truffe, on le sent vraiment à l'odeur qu'elle dégage, mais aussi à la qualité du marbré. Celle que nous trouvons ici, on peut dire que c'est quand même le terroir. C'est un terroir comme un vin de Cahors, il y a différents terroirs, c'est en fonction de la terre. Nous, notre région, c'est vraiment des terrains calcaires et qui font vraiment une qualité de truffe qui, on ne dira pas que c'est la meilleure, mais pour être chauvin, on pourrait le dire.
À quelques kilomètres de la ferme de Paul Pinsard, près de la vallée du Lot, est cultivé un compagnon gastronomique incontournable de la truffe. Comment ça va? Fraîchement. En 1999, Catherine Maisonneuve et Mathieu Cosse, deux passionnés de grands vins, décident de reprendre un domaine viticole de Malbec, avec l'objectif d'y élaborer un vin de Cahors digne des plus grandes maisons. Nos débuts ont été un petit peu compliqués parce que ni l'un ni l'autre ne sommes natifs de Cahors, ni l'un ni l'autre n'avons hérité d'un patrimoine agricole ou viticole. Donc on avait la foi, on était motivés, on avait de l'énergie, beaucoup d'énergie. Ça nous a demandé effectivement beaucoup d'investissement personnel. Mais on est passionnés de grands vins et notre objectif c'est d'apporter, pendant notre court passage sur Terre, une petite pièce à l'édifice des grands vins, essayer de faire quelque chose de beau. Ah ouais, Gérard, tu tailles les Brad Pitt et puis les moches, tu les laisses, quoi. Tu me les laisses. Grâce à leur amour de la nature et leur passion commune, après quelques années de travail difficile et beaucoup d'obstination, le binôme régénère son vignoble tout en rééquilibrant l'écosystème naturel des sols. Alors ça, c'est un pied qui me plaît. C'est vraiment le pied idéal comme on essaye de restructurer tout le vignoble. C'est-à-dire on recèpe, ça s'appelle recéper tous les pieds pour avoir à nouveau des trajets de sève qui permettent une bonne alimentation de la vigne et donc derrière des raisins équilibrés. Il y a aussi le fait qu'il faut que la vigne soit bien alimentée. Et cette alimentation, elle se fait notamment grâce aux herbes qui poussent et qui sont des liens entre les racines de la vigne et les racines de ces herbes. Voilà. Catherine et Mathieu pratiquent une agriculture biodynamique, un encouragement de la vie organique au pied de la vigne. À travers une symbiose racinaire avec la flore sauvage, la plante s'alimente en vitamines, s'enrichit en saveurs délicates et développe ses défenses naturelles. Le recours au traitement chimique n'est alors plus nécessaire. C'est vrai qu'il y a 10 ans, quand on est arrivé, c'était verdun, il n'y avait pas un insecte, il n'y avait pas de flore, il n'y avait rien du tout. C'est plus long et plus laborieux sur des sols à pH basique, sur des sols calcaires qui sont des sols fragiles, de laisser se réimplanter une flore naturelle qui va communiquer avec les racines de la vigne. Alors là, il y a un truc extraordinaire, c'est l'exemple le plus flagrant, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup d'oiseaux ici, et il y a un oiseau qui est venu planter au pied de la vigne un chêne, quoi. Je trouve ça... Et au lieu de détruire ça, je vais laisser ça en place, je vais tailler le chêne, mais je vais garder l'enracinement, et je vais bien voir ce que ça va faire. Et ça ne va pas nuire à la quantité de raisins que je vais produire. Depuis 3 ans, là, en biodynamie, on a des récoltes qui sont similaires à des méthodes de production industrielle. Simplement, on a des raisins qui sont beaucoup plus intéressants puisqu'ils sont riches en vitamines et en composés aromatiques, quoi. En respectant les préceptes de la biodynamie, Catherine et Mathieu espèrent donner l'opportunité à leurs cépages d'être une meilleure expression de leur terroir. Autre belle interprète des terres du Lot, la truffe. Chaque année, une fête consacre ce produit local. Et surtout, un marché devenu célèbre lui est spécifiquement dédié à l'Albinque. Lors de ce rendez-vous hebdomadaire, un artisan local propose également aux visiteurs de déguster la fameuse truffe. Cette semaine, c'est au tour de Patrick Marty, artisan fromager à Cahors, de présenter l'une de ses recettes, le brie truffé. Le brie s'accorde parfaitement avec la truffe, simplement parce que déjà il a ce parfum un peu de champignon, le brie. Quand vous sentez un brie, vous allez avoir une impression de champignon dessus. Le brie n'est pas un fromage trop fort, c'est-à-dire qu'il ne va pas casser le goût de la truffe. Dans son arrière-boutique, Patrick dévoile les coulisses de cette association de saveurs. Pour faire un brie à la truffe, il faut le partager en deux déjà, préparer une farce à base de mascarpone et de brie à Savarin, couvrir les deux parties du brie à part égale avec la farce qu'on a préparée, trancher les truffes très fines. J'ai essayé avec d'autres fromages que le brie, le reblochon, le Mont d'Or, les rocamadours aussi. Sur le Mont d'Or, ça n'apporte pas grand-chose. Sur le rocamadour, moi je suis un peu gêné par le goût du chèvre. Personnellement, je pense que pour mettre en valeur la truffe, le brie est quand même le meilleur fromage.
Pour terminer, Patrick répartit de fines tranches de truffes entre les deux parties du fromage. Quelques jours de repos pour permettre au brie de s'imprégner de son invité d'honneur. Et voilà, on va le rentrer au frigo. Et le jour du marché aux truffes, il peut alors généreusement ravir les papilles des passants curieux et des acheteurs potentiels. Le fait d'être présent sur le marché permet aussi aux futurs clients de se rendre compte qu'on est sur le marché justement pour acheter ces truffes-là et qu'elles ne viennent pas d'ailleurs. Le marché aux truffes de l'Albinque a lieu tous les mardis de début décembre à mi-mars. Unique en son genre, c'est le seul marché où les trufficulteurs exposent leurs produits aux potentiels acquéreurs, des particuliers comme des professionnels. Paul Pinsard a pris place aux côtés de ses confrères. La vente démarre à 14h30 précise. Il y a 20 ans, ce marché n'existait pas tel qu'il est là aujourd'hui. Depuis une vingtaine d'années, il s'est ouvert beaucoup aux particuliers. C'est les particuliers qui viennent beaucoup acheter. Ils ont la possibilité d'acheter 100, 200 grammes, 300 grammes de truffes. Alors qu'avant, c'était beaucoup les courtiers qui venaient, qui achetaient. Je vous promets que je ne vous pas vous dire. C'est les truffes qui sont récoltées, elles sont récoltées dans la semaine. Elles ont été cavées il y a 2 ou 3 jours. Elles sont présentées, brossées à sec et jamais lavées. Mais avant de pouvoir démarrer les négociations, il faut attendre patiemment le coup de sifflet. On dit qu'un bon marché est un marché où la truffe est écoulée dans les 30 minutes, ce qui est le cas la plupart du temps. Regarde, ça c'est tout petit. Mais c'est aussi bon. Oui, Elles sont belles. sont belles aussi. Pour faire un petit consommé, vous savez, vous les mettez ensuite dans le consommé, comme ça. Là. Voilà. Vous faites, Les veloutés de soupe, tu me les mettras de côté. je comme mettrai ça, de un peu côté. moins cher. Voilà, ça sera un peu moins cher celle-là. Combien tu me les ferais, cela? Allez, je ne sais pas, on va faire ça à 550. Oula, tu es trop là. Allez, Oh, si. on fait Allez, comme ça. 5, eh bien allez, 5. Allez. Tac. Merci. Bon, allez. Voilà. Très bien. C'était un peu complexe parce que comme on sort d'une période froide, les gens ils avaient peur que les truffes elles soient un peu gelées, mais ça s'est quand même bien fait parce qu'il y avait de la truffe de vraiment de bonne qualité. Parmi les heureux acquéreurs du marché aujourd'hui, Alexis Pélissou, un gourmet et véritable amoureux de la truffe. Avec toi, il n'y a pas de poussière, comme dit l'autre. Alors, pour repérer la bonne truffe, ben, c'est à l'œil. Ensuite, à l'odeur de la truffe. Et ensuite, au toucher. On dit que ça a une odeur truffée, mais pour définir, c'est un peu champignon, un peu ci, un peu là, un peu musc. C'est très difficile à définir. Mais en tout cas, il faut que ça soit très agréable. Voilà. Nous quittons ce passionné de saveurs pour en trouver 2 autres. Mathieu Cosse et Catherine Maisonneuve se réunissent aujourd'hui au Chai pour surveiller l'élevage de leur cuvée à travers leur petite séance de dégustation habituelle. Moi, je pense que là, on n'est pas loin de l'aboutissement. Franchement, au niveau du nez, tu vois, on a le caractère floral et commence à être bien en place. Hein. On retrouve la race du terroir. Ouais, le fond de verre est vraiment fin. Tu vois, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il faudrait de plus. Comment on pourrait faire encore plus pointu. C'est tellement... Non, là, je pense qu'on est en place. Tellement, voilà, on est en tellement place et on équilibré. est juste On sent vraiment l'influence de la biodynamie. Et on a vraiment... gagné voilà, en précision. En précision, On est en vraiment- pureté d'expression. Grâce à la biodynamie, on arrive à un équilibre, à un supplément d'âme, à une complexité. Donc on va plus loin dans la démarche qualitative et d'expression du terroir fondamentalement. C'est une démarche perfectionniste pour faire le meilleur vin possible sur un terroir donné. Comme cela se pratique parfois en biodynamie, ces vignerons n'hésitent pas à pulvériser des infusions d'achillée millefeuille et de camomille matricaire sur leurs vignes. Une pratique qui, au-delà de stimuler les défenses immunitaires de la plante, aurait un impact sur les arômes naturels du vin. L'impact de la biodynamie sur le goût des vins, il est manifeste. On a beaucoup plus de finesse d'expression, de complexité aromatique, on a beaucoup de précision dans la définition des vins. Ça, c'est parce que la plante prend 5% de son alimentation dans les sols. Ces 5% sont la complexité aromatique et les antioxydants. Donc, à partir du moment où on a des sols extrêmement vivants, avec une rhizosphère qui est en place, la vigne permet de fabriquer des composés aromatiques très complexes.
Aujourd'hui, on voit sur les derniers millésimes des vins qui s'affinent, qui se complexifient considérablement. Et là, on ne peut que le lier à la biodynamie, voilà, et de façon très très cohérente et cartésienne. Fiers du résultat de leurs efforts, Catherine et Mathieu apportent aujourd'hui quelques bouteilles de leur domaine à Colline Joubert, caviste, et Florian Balzeau, sommelier. Ils suivent avec beaucoup d'intérêt l'évolution des vins du domaine Causse Maisonneuve. Du coup, on est sur quoi là, 2014 2014, les laqués. Donc là, on est sur le terroir calcaire. Superbe, juteux incroyable, texture veloutée, épices douces. Et puis des tanins d'une finesse. Cahors est lié au cépage Malbec, majoritairement. Donc sur la jeunesse, on a des profils de vin sur des registres fruits noirs un petit peu confits, cerises, un petit peu bigarreau, quelquefois kirché, suivant les profils de terroir. On a vite, avec l'évolution 3-4 ans, un profil de vin avec un registre réglissé, un petit peu zan comme ça, sur les belles cuvées. Et puis après, ça truffe, après une dizaine d'années, on est vraiment dans un registre truffe. Un grand vin de Cahors, c'est aussi un grand vin digeste. Et là... Avec leur caractère puissant et leur tanin soutenu, ne s'assouplissant qu'après vieillissement, les vins de Cahors n'ont pas toujours su se faire une réputation facile. Cette image austère mérite d'évoluer, car les pratiques viticoles locales sont depuis quelques années en pleine transformation. On a des vignerons avec des idées différentes, avec un passé aussi différent, qui arrivent avec des idées nouvelles et donc qui proposent des vins allant du plus fruité au plus complexe, en gardant toujours un côté très, très buvable et très facile. C'est ça qui est génial. Entre cette nouvelle génération qui peut se déguster jeune et les Cahors historiques qui se révèlent pleinement des 10 ans d'âge, le Malbec quercinois s'invite désormais aux plus belles tables. Cahors a élevé le niveau de jeu. Je pense que de plus en plus sur les cartes des vins de nos restaurants étoilés en France, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles Michelin, on trouve de plus en plus de Cahors et c'est signe aussi d'une grande qualité de vin. Un vin de qualité, une nouvelle génération de vignerons, Cahors vise une place parmi les grands. Un autre produit local a également besoin d'un petit coup de pouce pour s'assurer un avenir prospère. Paul Pinsard se rend aujourd'hui chez Alain Ambialet, président du syndicat des trufficulteurs de l'Albinque. Il souhaiterait trouver un moyen d'apporter de l'eau à ces truffières assoiffées. Depuis quelques années, les sécheresses estivales répétitives causent beaucoup de dégâts à la récolte. Voilà, j'ai trouvé ça là, dans l'autre bois, là, tout à l'heure. C'est la truffière que tu arroses un peu, Voilà, où tu veux arroser là. Et non, c'est celle que je vous ai arrosée l'année prochaine. Et bien, viens voir un peu ce que je fais moi. C'est bien. Tu vas voir un peu. Parce que je pense que si j'arrosais, j'en aurais, au lieu d'en avoir 7 ou 8, je pourrais peut-être en avoir une cinquantaine. Ce qu'on met en place au syndicat, c'est de réfléchir à une aide éventuelle, ou du moins pour le moment des conseils auprès de nos trufficulteurs pour les inciter à trouver un moyen pour arroser leur truffière. Mais l'arrosage, c'est compliqué parce que nous sommes dans une région où c'est difficile, le Lot est assez loin. Les forages, c'est compliqué, il faut aller percer à 150 100 ou 200 mètres. Donc c'est un coût élevé. Donc il y a d'autres solutions et on réfléchit à trouver des solutions beaucoup plus simples et surtout moins onéreuses. Grâce à un petit lac situé à proximité de son terrain, Alain a mis en place un système d'irrigation, garantissant la présence de l'eau en cas de sécheresse. T'as bien fait de t'arrêter, hein. Moi, je vais te dire honnêtement, si j'avais pas ça, j'aurais pas la truffe. Bon, tu vois, Paul, moi, la solution que j'ai trouvée, c'est ça. C'est un tuyau là, tout le long. Je branche des asperceurs. Ouais. Je suis à peu près à 50 cm de l'arbre. Et cet asperceur me permet d'arroser comme de la pluie, tu vois. Et je fais environ 2 mètres autour de l'arbre. 2 mètres de rayon. Ouais, et donc ça me permet là où sont les truffes, je les arrose. En tant que responsable syndical, Alain a récemment déposé une requête auprès de la région afin d'aider les trufficulteurs à mettre en place des systèmes d'irrigation. Avec les conséquences du réchauffement climatique, cette aide sera nécessaire pour la survie de ce corps de métier et son économie locale. Je pense que la demande a été prise en compte et on a été écouté à ce niveau-là. Et je pense que ça va déboucher sur quelque chose. Tout comme les trufficulteurs, les vignerons locaux se mettent en action pour défendre les intérêts de leur appellation.
Catherine Maisonneuve et Colline Joubert se réunissent avec d'autres professionnels du vin pour penser l'avenir du vin de Cahors pour ces 10 prochaines années. Alors, premièrement, l'origine du Malbec depuis 800 ans, c'est la France. J'aimerais déjà que ça soit reprécisé. En fait, l'appellation Cahors est un petit peu dans une situation de tectonique des plaques. C'est-à-dire qu'on est historiquement, géographiquement associé à Bordeaux. Mais de plus en plus, on a une autre plaque qui vient choquer cette plaque bordelaise, c'est celle de Bourgogne. Et finalement, il y aura peut-être l'émergence d'un modèle de Cahors, inspiré des deux autres modèles, mais de Cahors. On propose 3, 5, 10 Cahors, Cahors Albas, Cahors ceci, Cahors cela, avec des identités très marquées. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, Cahors, c'est une appellation que je voudrais voir et que je ferai tout pour que ça soit ça, au même niveau que l'appellation Pomerol, au même niveau que la Bourgogne, parce qu'elle a les terroirs pour ça. Enfin, c'est mon ambition. Et je pense que c'est l'ambition du collectif de toute façon. Voilà. À Cahors. À Cahors. Catherine, Mathieu et les trufficulteurs comme Paul vouent une véritable passion à leur terroir. Ils ont choisi de consacrer leur vie à ces produits les plus nobles, contribuant ainsi à leur rayonnement en France comme à l'étranger. Située au carrefour de la côte landaise, du Pays basque et du Béarn, la Chalosse est un territoire vallonné bercé par les courants de l'Adour, du Gave de Pau et d'Oloron. À l'horizon, les sommets des Pyrénées-Atlantiques veillent sur les plaines inondables et fertiles des berges de l'Adour. Les Landes bénéficient d'un patrimoine trop souvent méconnu, comme en témoignent les multiples abbayes et châteaux. L'abbaye de Sordes, datant du Xe siècle, est un passage obligé pour les pèlerins du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. L'omniprésence de l'eau offerte par les Gaves et l'Adour dicte le quotidien des habitants de la Chalosse. Façonnées par les hommes dans le respect de la nature, les douces collines de la Chalosse offrent un bocage accueillant pour y élever bovins, mais aussi volailles et canards. Plus bas dans les plaines, c'est le kiwi de l'Adour qui réchauffe les papilles. Le long de ce fleuve, l'élevage et la pêche constituent les principales activités. Elles se pratiquent de père en fils. Nicolas a repris la ferme familiale. Il élève des blondes d'Aquitaine dans le respect des traditions. Il les fait pâturer dans les prairies humides appelées barthes et produit une viande de qualité sous l'appellation bœuf de Chalosse. Son voisin et ami d'enfance Olivier a choisi la pêche. C'est un des rares pêcheurs de la zone à pratiquer toute l'année. Il vit au rythme du fleuve. En hiver, il guette de nuit la civelle, mais en ce moment, c'est la saison du saumon, le poisson roi de l'Adour. On va commencer à jeter la bouée. On va tendre le filet. Là, on a 180 mètres de filet, c'est le maximum autorisé, puisqu'à cet endroit-là, c'est ici où l'Adour elle est le plus large. On laisse donc le tiers de l'Adour de libre. Ça fait partie de la réglementation, on a le droit d'occuper les 2 tiers de l'Adour avec le filet. Là, on a bientôt fini de l'étendre. Symbole de la richesse des rivières, le saumon de l'Adour est aujourd'hui le seul en France à faire l'objet d'une pêche professionnelle. La pêche est autorisée de mi-mars à fin juillet, lorsque les saumons de printemps commencent à remonter le fleuve pour se reproduire. Olivier laisse dériver son filet avec le courant sur une zone de pêche de 500 mètres avant de le relever. Quand j'ai commencé la pêche, on était 8 sur cette pêcherie. Et là, maintenant, on n'est plus que 3. Et sur les autres pêcheries, d'ailleurs, il y a mais de moins en moins de pêcheurs. Je suis plutôt le plus jeune qui pêche. Il y a 2 ou 3 flotteurs qui sont sous l'eau. Là, il va falloir se méfier là. On a certainement une petite touche. La pêche au saumon est une pêche douce.
Elle demande patience et persévérance. Il peut arriver à Olivier de ne rien prendre de la semaine. Là, il y a un super saumon. Il est beau. Là, vous ne pouvez pas mieux tomber. Baguer immédiatement à la sortie de l'eau. Voilà. De les baguer, ça veut dire que on va les enregistrer, disons. Le métier est très réglementé et il faut qu'il le soit, absolument. Ça fait partie d'une conservation du métier à l'avenir. Pour qu'on ait une pêche, disons, durable, il faut absolument qu'il y ait une entente entre les pêcheurs, les scientifiques et l'administration qui font que les règlements ne seront pas faits n'importe comment. Ça sera étudié au préalable. Tout ça, c'est pour le bon fonctionnement de la pêche, quoi. Aujourd'hui, Olivier a fait une bonne pêche. En 5 coups de filet sur la matinée, il a pris un saumon, une alose et une truite de mer. La remontée des saumons dans les estuaires annonce les beaux jours. Le soleil monte de plus en plus haut et dans le bocage, la végétation s'affole. Il est l'heure aussi pour les cigognes de venir se reproduire. Pour Nicolas, c'est le moment de réhabituer ses génisses au grand air. Une quinzaine de vaches redécouvrent ainsi les plaisirs de l'herbe fraîche. Alors du coup, c'est de la blonde d'Aquitaine. Bon, c'est la race locale, hein. Moi, j'ai rien inventé, j'ai pris les suites de mon père, qui a toujours connu ça lui-même ici. Comme mon père avait quand même au fond de lui cette passion de l'élevage et de la blonde d'Aquitaine, il m'a transmis ça, quoi. Et moi, j'ai accroché, quoi. Voilà. D'abord déjà par la présence au concours, après le contact des animaux, le dressage. Puis après, au fil des années, c'est devenu une passion pour la conduite alimentaire, la conduite d'élevage, voilà. La conduite du troupeau et tout ça. Le bœuf de Chalosse garantit un élevage respectueux et non productiviste. Plusieurs races répondent à l'appel. La basadaise, la limousine et la blonde d'Aquitaine, qui représentent à elles seules 75% de la production. C'est une race qui met beaucoup de viande à l'engraissement, quoi. Sa finesse d'os lui permet de mettre beaucoup de muscles et elle graisse très peu en fait. Donc ça fait qu'elle a une graine de viande très persillée et un goût un peu particulier, quoi. On est quand même assez fiers de pouvoir valoriser notre production à laquelle on est attaché et qui valorise notre territoire et notre terroir, quoi, si on veut. Et de la mener sur un produit fini qui est un produit label rouge et qui n'est pas quand même un produit label de bas étage, quoi. Voilà, c'est un truc un peu quand même haut de gamme, quoi. Avant l'utilisation massive du tracteur dans l'agriculture, le bœuf de Chalosse était surtout réputé pour sa force de travail. L'obtention du label rouge en 1991 reconnaît enfin ses qualités gustatives hors du commun. Aujourd'hui, près de 400 éleveurs produisent environ 2000 bêtes pour la boucherie haut de gamme. Les saumons de l'Adour sont eux aussi un mets rare et délicat. Seulement 1500 sont prélevés chaque année par les 50 pêcheurs de la zone. Olivier habite sur une petite île du fleuve sur laquelle il rapporte sa pêche du matin. La différence entre le saumon et la truite, une des premières caractéristiques, c'est que la queue ici du saumon, elle forme un V, alors que ici, la queue de la truite est plate. Ensuite, le saumon, il a un petit retour là, au niveau de la mâchoire inférieure, que n'a pas la truite. Et il tire sur la couleur bleue, avec quelques petits points noirs, que la truite tire sur la couleur marron. Et là, elle a beaucoup de petits points noirs. Voilà. Alors, maintenant on va peser le saumon. Hop là. Il fait 4,6 kg. Une fois qu'on a pêché, on a un peu de temps à passer avec le prélèvement d'écailles. Ensuite, il faut déclarer le poisson à un organisme migradour qui s'appelle. Ils vont faire des comparaisons avec les années passées.
Est-ce qu'il y a des changements de comportement lors de la remontée? Le fait de montrer notre pêche, d'être transparent là-dessus, ça va permettre justement de gérer tout ce stock de poissons et donc de maîtriser la pêche de A à Z, quoi. Voilà. Intelligemment, on va dire. De A à Z, et ce n'est rien de le dire. Tous les filets d'olivier sont cousus à la main et chaque couture est répétée environ 600 fois sur un filet. Le plus précis dans cette couture-là, c'est de le faire soi-même. Les armailles ils coulissent dans la couture, et alors que le nœud de la nappe, lui, est vraiment fixe. Et ça, une machine ne sait pas le faire. Elle sait uniquement serrer très fort. Voilà. C'est des petits détails comme ça qui font que lorsque le poisson rentre dans le filet, il vaut mieux qu'il y ait une certaine souplesse, une dureté de la nappe, mais aussi une certaine souplesse de l'armaille. À 2 personnes, il faut à peu près 3 jours pour monter un filet. Oui. Il y a du travail à la morte saison. Les saumons d'Olivier sont vendus principalement à la criée de Saint-Jean-de-Luz et à la maison Bartouille située à Peyré-Orade. Guillemette Bartouille est chef de production dans cette entreprise familiale qui fume le saumon depuis 1929. Johan, j'ai 3 saumons de l'ado. D'accord, merci. Donc on va d'abord les étêter. On va contrôler la fraîcheur grâce aux ouïes. Donc là, c'est des saumons qui sont pêchés soit d'hier, soit de ce matin, donc ils sont ultra frais. Les ouïes sont bien rouges. À la maison Bartouille, le saumon est entièrement préparé à la main. L'outil principal ici est le couteau. Avant d'être levé en filet, le poisson est entaillé pour que le sel pénètre bien dans la chair. Vous avez la couleur caractéristique du saumon de l'Adour qui est bien rosé parce qu'il va se nourrir de crevettes et donc de carotènes dans le golfe de Gascogne. Tous nos saumons sont salés au sel sec de Salise de Béarn, qui est un sel local très pur, qui va extraire l'eau du filet et donc concentrer les goûts. Le saumon est alors mis à sécher pendant plusieurs heures avant d'être fumé dans de vieux fumoirs traditionnels. Guillemette et son père contrôlent la qualité du fumage. Mon père, en 1929, a créé une charcuterie à Peyré-Orade, c'est ça l'histoire. Et donc il s'est mis à fumer des saumons une dizaine d'années après, vers 1939, par là. Hein. Il les a fumés comme il a pu, comme un charcutier, si vous voulez. Et donc il a fallu se professionnaliser après la guerre. Et en 1958, on a envoyé le chef de fabrication, Kiki Labarthe, un grand personnage. On l'a envoyé au Danemark. Et il a attrapé toutes les vieilles techniques, qui étaient des techniques, mais ancestrales, et qu'on applique toujours. On n'a rien changé. Et pareil pour la sciure, parce que les Danois fumaient avec de l'aulne, et l'aulne nous est fourni par un sabotier, qui nous fournit depuis 1948 les copeaux de ses sabots. Le bois d'aulne aussi, sa caractéristique, c'est que ça va donner une fumée très légère. C'est fruité, qui ne va pas couvrir le goût du poisson, et qui va l'accompagner en donnant une belle longueur en bouche. Ici, le saumon est fumé à froid, aux alentours de 20 degrés. Cela permet au poisson de prendre seulement les arômes du bois sans s'emparer d'une saveur goudronneuse. Les produits d'excellence que propose la maison Bartouille demandent un processus de transformation long. Il faut environ 1 semaine pour fumer un saumon. L'élevage du bœuf de Chalosse demande lui aussi de la patience. Élevé à son rythme et nourri uniquement avec des produits naturels, il bénéficie d'une durée d'engraissement longue, ce qui a un impact important sur la qualité gustative de sa viande. Sabine s'occupe du contrôle qualité du bœuf de Chalosse. Elle rend visite à Nicolas pour faire le point sur l'exploitation. Moi, je me permets de te poser là quelques questions par rapport au cahier des charges. Donc toute la partie alimentation, on l'a vu. Donc tu as les fourrages produits sur l'exploitation. Ouais. Ce que tu achètes fait partie des aliments référencés pour le label. Par rapport à la superficie par animaux, on est largement OK aussi. Ouais. Leur confort est assuré. Donc il y a bien l'eau à disposition, elles ont la nourriture à disposition tout le temps aussi. Donc voilà, tout est fait dans les règles. Ouais. Donc elle arrive d'ici. Mais par superstition, je ne les remplis pas à l'avance. Pour valoriser au mieux le produit, Nicolas et les autres professionnels du métier ont créé une association afin de travailler main dans la main. Ce qui
qui est aussi quand même l'avantage, c'est que du coup tous les acteurs de la filière sont regroupés dans l'association, de l'éleveur à l'abatteur et au boucher. Donc tout le monde est réuni autour de la table pour les négociations du cahier des charges ou des tarifs. Enfin. Si chacun met sa petite pierre à l'édifice, de faire en sorte que l'association vive et que ça soit un truc sérieux, quoi. Et voilà, le consommateur, en achetant ce produit-là, il prend aucun risque, quoi. Il n'a aucune surprise, il est sûr de son coup, quoi. Il faut aussi qu'il se dise qu'il fait vivre tout un territoire, les éleveurs, les gens qui travaillent pour les boîtes d'aliments, les gens qui travaillent pour le marketing dans les sociétés de chevilles, les bouchers, les employés des bouchers. Voilà, tout ce tissu social dans la ruralité de la Chalosse, il vit grâce à cette production-là, quoi. Voilà. L'association regroupe près de 350 éleveurs et 75 bouchers qui, ensemble, prennent plaisir à travailler avec du bœuf de Chalosse. C'est le cas de Jacques Bignalet. Dans sa boucherie de Pouillon, on travaille les produits de la Chalosse depuis 3 générations. Et surtout, on laisse maturer le bœuf dans des caves spéciales pour lui donner son goût si singulier. Donc on fait une maturation sur l'os, c'est-à-dire on laisse maturer le quartier de bœuf entier pendant 6 semaines dans des conditions climatiques adéquates, c'est-à-dire où on régule la température, l'hydrométrie et l'aspect bactériologique aussi de l'air, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de moisissures qui apparaissent sur la viande. La maturation joue sur la tendreté. Le premier travail, c'est la tendreté, parce qu'un consommateur, pour lui, quand il a un souvenir d'une bonne viande, la première chose qui vient à sa bouche, c'est de dire « oui, en fait, on a mangé de la très bonne viande, elle était tendre ». Et ça apporte aussi sur le goût, puisque vu qu'on fait maturer, on perd un peu d'eau, on perd du poids, donc on concentre, et on concentre les sucres, les goûts. Ici, on travaille uniquement avec du bœuf de Chalosse, parce que bien sûr, on est en pleine région de production. Hein. De tout temps à jamais, on a travaillé du bœuf de Chalosse, donc pour moi, c'était une évidence de continuer à travailler avec cette viande, qui est une viande de qualité extraordinaire. Et de tout temps à jamais, les producteurs ici ont fait du bœuf de Chalosse, même quand il n'y avait pas encore le label rouge, mais ils faisaient déjà tous du bœuf de Chalosse. Parce que comme vous avez pu le voir, le bœuf de Chalosse, c'est une manière d'élever les bêtes, une manière de les engraisser. Donc c'est un engraissement qui est très lent, ce qui fait que la viande a le temps de se persiller et vraiment de gagner en qualité. Méthode traditionnelle, la maturation du bœuf s'est tout de même perdue pendant quelques années. Mais dans la maison Bignalet, on n'a jamais cessé d'améliorer la technique pour garantir un goût exceptionnel au bœuf de Chalosse. On voit de suite la qualité, hein, ce gras et ce persillé, quoi. Un petit peu d'entrecôte peut-être? Non, justement, voilà. Du faux filet, voilà, très bien, ce morceau, parfait. J'achète souvent la spécialité de Bignalet qui est le millefeuille de bœuf, qui est en fait du bœuf de Chalosse coupé très finement, différentes parties, roulé comme dans un rôti, ça fait des tournes d'eau et c'est vraiment un succès à chaque fois. C'est très tendre, enfin il faut goûter pour l'adopter. Il faut avoir l'expérience. Voilà. Christian, le père de Nicolas, a toujours partagé sa vie entre l'élevage de la blonde d'Aquitaine et la pêche sur la Dour. Il emmène Olivier sur ses anciens lieux de pêche lorsque les pêcheurs pratiquaient encore une pêche collective à la Seine. On jetait le filet là, à 80 mètres là. Il y a un pêcheur qui gardait le filet à la mer ici, le bout du filet. Et après les 3 autres, ils déroulaient le filet jusqu'au 2/3 de la Dour. Là. Et après, ils laissaient dériver là, sur 200-300 mètres. Hein. Et voilà. Et le grand jeu consistait après à tirer 150 mètres de filet voilà, à la force des poignets. Depuis le début du XXe siècle, les stocks de saumon dans le monde ne cessent de diminuer. Les causes de ce déclin sont multiples. Parmi elles, la surpêche du saumon dans sa zone d'engraissement au niveau du Groenland, mais aussi l'agriculture intensive et l'industrialisation le long des rivières qui engendrent de la pollution. Enfin, les barrages construits et la modification des cours d'eau impactent directement la remontée du saumon. Christian a connu ce déclin. Dans les années 90, comme d'autres pêcheurs, il a travaillé avec des scientifiques pour tenter de contrer ce problème et de faire comprendre l'importance de préserver le saumon de la Dour. On avait fait du suivi avec des scientifiques d'Ifremer et de l'INRA qui nous avaient suivis là, pendant 2 ou 3 saisons.
et où des études avaient été vraiment pointues sur le saumon. C'est-à-dire des saumons étaient prélevés à l'embouchure, à Bayonne, et des émetteurs radio leur étaient implantés dans l'estomac, et les poissons étaient remis à l'eau. Et après, nous, on nous avait indemnisés pendant 3 ans pour ne pas pêcher le saumon. Donc pendant 3 ans, on suivait la remontée des poissons tous les jours pour connaître exactement la remontée des poissons. Grâce aux initiatives de chacun et aux efforts fournis pour repeupler le fleuve et réaménager les ouvrages, la pêche est encore possible. Pour Olivier, le saumon n'est plus menacé. Moi, je me fais plus de soucis par rapport aux jeunes qui seront derrière moi, puisque ne serait-ce que de mon âge, on est que 2 ou 3. Alors qu'autrefois, ils étaient des milliers de pêcheurs. Les jeunes ne sont pas repartis vraiment sur les traces des anciens. Il y aurait de la place. Je trouve ça dommage. Il faudrait pas que ça se perde. Ça serait dommage. Ça fait partie du patrimoine, de l'artisanat, du traditionnel. Ça fait partie un peu de notre histoire. Et malheureusement, je pense que ça va disparaître. Faire perdurer les métiers traditionnels à travers la pêche au saumon est un objectif important pour Olivier. De son côté, Nicolas participe aussi au maintien des traditions, de la culture et des paysages de Chalosse. Les barthes de la Dour, dans lesquelles Nicolas fait pâturer son troupeau, constituent un paysage emblématique. Ce sont des prairies inondables entourées de canaux qui ont un grand intérêt patrimonial, mais aussi dans la préservation de la biodiversité et la régulation des crues hivernales. Marine Ediard travaille pour Land Nature Environnement et réalise un suivi sur ce paysage caractéristique de la Chalosse. Le pâturage ici est très important parce qu'on a sur le site Natura 2000 3000 hectares de prairies. Donc s'il n'y a pas d'exploitants éleveurs, s'il n'y a pas de bétail qui ont besoin de manger cette herbe, toutes ces prairies-là vont se refermer ou être converties en culture. Au niveau de la qualité de l'eau, ce ne serait pas du tout la même chose, parce que les exploitants, les éleveurs s'engagent à ne pas mettre de produits sur ces prairies. Mais également au niveau de la gestion d'après la crue, en fait, de post-crue. Si on avait des boisements, les dégâts seraient beaucoup plus importants après les crues, sachant que voilà, il y a de l'eau chaque année, quoi. Les barthes de la Dour sont une halte migratoire d'importance internationale. Plus de 200 espèces d'oiseaux qui utilisent ce site, que ce soit en migration, en hivernage ou pour s'y reproduire. Sans un équilibre entre pâturage et écologie, le site ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui. Si les gens ils peuvent avoir en consommant et en achetant cette lucidité de se dire j'achète pas qu'un bout de viande pour me faire plaisir ce soir, mais plutôt j'achète un bout de paysage, un bout de cette région, un bout de ce travail-là, eh bien, ça sera bien, mais il faut arriver à le faire comprendre, quoi. Nicolas contribue à son échelle au maintien du paysage si singulier de la Chalosse. Les collines, le bocage et les rivières qui la façonnent offrent à Olivier et Nicolas un terroir de caractère, où l'on prend le temps de vivre et de donner naissance à des produits de qualité en accord avec le respect des traditions et de la nature. Située sur les départements de la Charente et de la Charente-Maritime, la Saintonge est une ancienne province caractérisée par une diversité de terroirs formant une multitude de micro-régions. Le Cognacais est l'une d'entre elles, centrée autour de la ville de Cognac et liée par la production et le négoce de l'eau-de-vie éponyme. Depuis 1936, le Cognac est une appellation d'origine contrôlée. Aujourd'hui, son vignoble compte environ 80 000 hectares. Au XIIIe siècle déjà, la qualité des vins fait la réputation de la Saintonge, mais les marchands anglais et hollandais décident de les importer sous forme d'eau-de-vie. C'est l'apparition de la double distillation.
Suite à différentes crises économiques, les viticulteurs s'aperçoivent qu'elle s'améliore en vieillissant et peut se consommer pure. Le cognac était né. En 2001, Jean-Sébastien Robiquet crée Maison Villevert avec l'idée d'utiliser le raisin pour anoblir les spiritueux. C'est donc tout naturellement qu'il se met à produire du cognac, à travailler en harmonie avec le terroir et le savoir-faire des artisans. Ainsi, la Saintonge est une succession de vignobles dont les collines aux courbes doucement arrondies sont recouvertes. Pour autant, quelques cultures maraîchères originales se sont fait une place au milieu des vignes, comme celle de la betterave crapaudine. Connue depuis l'Antiquité, cette betterave a été introduite en France au XVIIe siècle. Cette racine charnue et longue revient peu à peu à la mode et séduit par sa chair rouge et sucrée. Typique des terres de Jarnac, elle n'est aujourd'hui cultivée que par 5 producteurs qui assurent 90% du marché français. Flavien Petit est producteur de betteraves depuis qu'il a repris l'exploitation familiale en 1998. C'est son grand-père qui, faisant face à une crise du cognac dans les années 70, décide de commencer la culture de la betterave crapaudine. Depuis son plus jeune âge, Flavien accompagne donc son grand-père et son père dans les champs et se passionne pour les tracteurs et engins agricoles. Et aujourd'hui, si les tracteurs sont de sortie, c'est qu'il faut ramasser les betteraves. Alors ce matin, on va arracher de la betterave. Donc avant l'arrachage, il faut effeuiller, c'est-à-dire enlever toutes les feuilles qui sont sur la betterave, ce qui va permettre de passer l'arracheuse derrière sans que les feuilles nous gênent dans la machine. C'est à partir de la fin du mois d'août que sont récoltées les premières betteraves. La culture de cette racine est très anecdotique car elle est difficile et compliquée. Semée à partir de fin mars, la crapaudine demande beaucoup de main-d'œuvre, de la plantation à la commercialisation. Donc la betterave, c'est une plante bisannuelle. Donc la première année, on plante une graine qui va donner plusieurs petites betteraves. Dans une graine, on peut avoir 3-4 betteraves. Et donc nous, on est obligé de les éclaircir, sinon on n'aurait que des petites betteraves. Et nous, ce qu'on veut, c'est des betteraves d'une taille de 700-800 grammes. On est obligé d'enlever une betterave sur 2, et ça se fait manuellement. Donc la première année, la betterave fait sa racine. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse, puisque c'est ce qui va se manger. La betterave crapaudine s'épanouit donc dans le terroir charentais et puise toute sa richesse sur les sols de la Saintonge. Ici, elle trouve soleil et chaleur, mais pas seulement. Donc là, on est sur des sols argilo-calcaires, donc on a de l'argile noire et on a donc le calcaire, les pierres. Donc puisqu'ici, dans le temps, il y avait des océans, et donc on a du calcaire souvent fossilisé. Donc il y a des coquillages en plusieurs millions d'années. Donc c'est une terre qui est très collante quand il pleut, mais c'est très riche et très bon pour la betterave. Ce qu'elle aime bien dans ce terrain, c'est que ces petits cailloux, ils chauffent le terrain. Pour la betterave, elle va naître beaucoup plus vite sur une terre un peu plus chaude. Donc le soleil tape sur ces cailloux qui emmagasinent la chaleur et la nuit, ça la restitue un petit peu à la terre. Et le peu qui pleut permet de tenir une humidité. Il faut faire des compléments d'arrosage, parce que la betterave, elle aime bien quand même l'humidité. Sur le tracteur, Romain sépare la betterave de la terre. La crapaudine se distingue de la betterave ronde, plus connue par son goût beaucoup plus sucré. Un peu plus au nord, à Salignac-sur-Charente, c'est un tout autre ballet de tracteurs qui se joue. Jean-Sébastien Robiquet est en pleine vendange. Ça crache plus là, non? Ici. Un petit peu plus, mais c'est encore un petit peu... Ouais, bon, de toute façon, le gel avait pris tout en bas. Et... Cette période est cruciale pour ce producteur de cognac, aussi attaché à son terroir qu'à son produit. Sur cette parcelle de 15 hectares, il cultive du raisin de la variété uni blanc, comme la majorité des viticulteurs. Ce cépage à maturité tardive présente 2 atouts pour la transformation en cognac, un taux d'acidité important et une faible teneur en alcool. Ce qu'on recherche effectivement, ce sont ces raisins extrêmement charnus, tendus, avec du jus, du sucre, parce que ce sucre, c'est ce qui va être transformé en vin et ensuite distillé. Donc ce sont des belles billes bien saines et bien juteuses. Jean-Sébastien surveille attentivement la conduite des vendanges mécaniques. Ces vignes sont situées dans la zone appelée Petite Champagne, dont le sol calcaire agrémenté d'une couche d'alluvions rend cette terre très riche. Cette parcelle est habituellement connue et reconnue pour sa productivité et la qualité de ses raisins.
Malheureusement, cette année, nous avons été frappés du gel sur, grosso modo, un tiers de la parcelle. Et donc, depuis ce matin, ce sont des récoltes quelque peu déprimantes. Mais cet après-midi, ça sera beaucoup mieux parce que cette partie-là est avec de beaux raisins bien mûrs et bien fournis. La météo, de plus en plus capricieuse ces dernières années, peut fortement compromettre les vendanges et ruiner le travail des viticulteurs. Il est très beau. Là, ça va bien mieux. Ouais. Une belle petite perle jaune et verte. Peu à peu, Jean-Sébastien retrouve le sourire, car les bennes que remplissent les vendangeurs sont de plus en plus prometteuses. Le cognac a le vent en poupe aujourd'hui et on a besoin de ces volumes parce que non seulement le cycle de la vigne est long, mais en plus le cycle du cognac est long. C'est-à-dire que ce que l'on va produire cette année, on ne le consommera que dans 4 ou 5 ans ou 6 ans. Donc ça veut dire qu'il y aura un creux dans la capacité de produire. Les intempéries, Flavien aussi peut en pâtir, mais cette année, l'été indien lui permet de récolter ses betteraves à la demande. Aussitôt sorties du champ, les crapaudines sont immédiatement lavées dans un déterreur, puis triées à la main. Donc après le lavage, on fait la préparation de la betterave. La préparation, c'est d'enlever s'il reste un petit peu de feuilles. Et regardez qu'il n'y ait pas de racines le long de la betterave. En principe, comme elle est longue, on n'a pas d'autres racines. Le triage effectué, on a 3 calibres. Donc on va avoir de la grosse qui va passer au four. On va perdre jusqu'à 40% de la betterave. Celle-ci, c'est le calibre moyen qu'on va vendre en vapeur. Donc on perd 20%. Et après, on a de la petite qui va partir soit pour de la vapeur ou pour faire de la crue. Pour faire des salades ou suivant les besoins. Une fois lavée, la betterave se conserve moins bien. Ainsi, Flavien, aidé de Romain, les cuit aussitôt dans des fours de boulanger. Les crapaudines vont y rester 3 heures à 200 degrés, permettant l'évaporation de l'eau et donc la concentration des sucres. Donc là, on voit que les betteraves sont cuites, parce que là maintenant, elles sont croustillantes. Donc elles sont beaucoup plus moelleuses, et là, elles sont cuites. On peut les sortir. Et là, on va bien voir le croustillant, on va l'entendre. Et la peau craque. Son nom crapaudine lui viendrait de cette peau rugueuse et craquelée, rappelant celle d'un crapaud. Ça, c'est une betterave avant cuisson. Et ça, c'est une betterave après cuisson, donc on peut s'apercevoir qu'elle a perdu à peu près 40% de son volume. Flavien fonctionne en circuit très court. Les betteraves sont aussitôt conditionnées, puis envoyées dans la journée à ses fournisseurs. Donc là, on a les 2 types de cuisson. Donc une cuisson vapeur et une cuisson four. Donc la cuisson four, on voit que la betterave est plus sèche, croustillante. Donc on a enlevé plus d'eau, donc elle est un peu plus sucrée. Et là, on a une betterave cuite à la vapeur, donc un peu plus humide, pas du tout croustillante, puisque ce n'est pas du tout la même cuisson. Suivant les consommateurs, il y en a qui préfèrent de la four et d'autres de la vapeur. Cette betterave longue est moins consommée et réputée que la ronde, pourtant la crapaudine est 2 fois plus sucrée. Et sa chair rouge devient en plus fondante après cuisson. La betterave crapaudine cuite constitue la matière première de la soupe que confectionnent Philippe et Françoise Fleuriet dans leur conserverie artisanale de Rouillac. Spécialisé dans le vinaigre de Pinot des Charentes, reconnu dans le monde entier, le couple cuisine également des conserves de fruits et de légumes anciens, des condiments et bien sûr des soupes. Les légumes sont grossièrement coupés, puis Françoise fait suer les oignons dans l'huile d'olive et y incorpore les betteraves. Enfin, elle déglace le tout avec le vinaigre, leur ingrédient magique. On fixe un peu la couleur de la betterave et il nous amène dans notre soupe une petite pointe d'acidité pour contrecarrer le sucre de la betterave crapaudine. Ça fait un produit un petit peu gourmand qui titille un petit peu les palais, comme toutes les recettes dans lesquelles il y a une petite pointe de vinaigre. La betterave, en plus, intrinsèquement, aime bien le vinaigre. Le vinaigre, c'est la marque de fabrique de la maison. 10 minutes après, quand les ingrédients ont légèrement fondu, Françoise mouille la préparation avec du bouillon, puis laisse cuire 35 minutes. Riche en vitamines, en cuivre, en fer, en magnésium et en calcium, la betterave est pourvue de multiples bienfaits et fait le plaisir de ce couple passionné de cuisine. Ce qui nous plaît dans la crapaudine, premièrement, c'est que c'est un produit de région, puisqu'elle est fortement cultivée en Poitou-Charentes. Et puis, c'est vrai qu'en termes de goût, elle est incomparable. Enfin, vraiment, elle atteint un taux de sucre absolument superbe. Elle est fondante,
délicieuse. Et alors, cuite au four, c'est vraiment la panacée, quoi. C'est une friandise. Hein. Pour finir, le contenu est mixé pour en faire une soupe. Françoise et Philippe rectifient alors l'assaisonnement afin de donner à leur mélange le meilleur goût possible. Et là, on va essayer de trouver un accord intéressant sur l'assaisonnement. Plutôt que d'utiliser du poivre, on va ramener des petites notes d'agrumes avec le gingembre. En voilà une. Dans l'autre, ça va être une petite pointe d'eau de fleur d'oranger. Donc en fait, cette étape-là, c'est simplement une petite approche comme ça. On goûte et on regarde est-ce qu'il se passe des choses intéressantes. Et si ça semble une piste jouable, après, on va mesurer et on va refaire en plus grande quantité. Bon. Elle doit pouvoir fonctionner et chaude et froide. Dernière étape avant la stérilisation, la mise en bocal. Jolie la couleur. Hein. Là encore, Françoise le fait de manière artisanale, à la main, avec un entonnoir à piston. Du côté viticole du département, la vendange de Jean-Sébastien est rapportée à son domaine du Pérat, où les grappes vont être immédiatement pressées pour en extraire le jus. Ce dernier est mis à décanter pendant 45 minutes. Non, mais on a des arômes de fruits sympathiques, élégants. Ce jus est l'expression finalement de la qualité de la vendange et de ce que va donner demain le vin. On va chercher l'équilibre sucre, acidité et au nez, eh bien, ce que donne le millésime. Et en l'occurrence, là, cette année, il y a des arômes de fruits tropicaux, fruits de la passion, on parlait de coin, etc. Ce sont les précurseurs aromatiques qui sont là de ce qui va être dans le vin et ensuite de ce que l'on va concentrer par le biais de la distillation. Une fois le jus de raisin testé, Romain en prélève un extrait afin d'en vérifier sa qualité. Là, ce que l'on vient de faire, c'est de mesurer la densité et la température, ce qui nous permet de définir ce que le jus contient comme sucre et potentiel alcool une fois que la vinification sera faite. Verdict, la parcelle qu'on a récoltée, magnifique. 11,3 degrés, état sanitaire 95% de tout bon. Il n'y aura pas le volume, mais il y aura la qualité, donc c'est parfait. Le jus est ensuite filtré puis mis en fermentation dans des cuves à température contrôlée. Au cours de cette fermentation, la quantité de sucre que contient le jus de raisin diminue alors que le volume d'alcool augmente pour donner le vin. Le jus est transféré après la filtration ici directement et le vin commence à se faire. Donc la vinification, il faut compter grosso modo une semaine. Une fois que le vin sera fait, on va le garder pour le distiller et ensuite commencer le vieillissement qui fera du cognac ce qu'il est. Un mois après, Jean-Sébastien retrouve son bouilleur de profession, la distillerie Thomas. Ils sont un peu plus de 100 dans la région du Cognac. Ça va? Ça va bien et toi? Oui, bien sûr. Ces vins sont prêts à être distillés, c'est-à-dire à être transformés en eau de vie. La distillation du cognac est effectuée selon la méthode traditionnelle charentaise, à feu nu, sous les alambics en cuivre et en 2 temps. Il y a la première chauffe et la bonne chauffe. Nous, notre travail, donc, par rapport à Jean-Sébastien, c'est de lui ramener donc, les vins à l'identique. Et donc notre travail, c'est de passer en 2 temps les vins, donc faire une première distillation de ces vins pour obtenir un brouillis, et ensuite de redistiller les brouillis pour obtenir le cœur. Et donc l'eau de vie de cognac qu'on lui retourne après pour qu'il puisse la faire vieillir, l'élever, l'assembler, et ensuite produire le produit de cognac. Lors de la seconde chauffe, les premiers litres de distillat, très riches en alcool, sont écartés. C'est ce qu'on appelle les têtes. Après elles, coule le cœur, la partie la plus noble. C'est une eau de vie claire et limpide qui sera élevée pour donner le cognac. Et enfin arrivent les queues, la fin de la distillation. Là, en fait, on se prépare à procéder à la coupe de bonne chauffe, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la séparation du cœur qu'on met de côté et des queues qui, elles, seront redistillées après, sachant que le cœur, lui, sa prochaine destination, c'est la mise en fût. Et donc, en fait, au nez, à partir en fait, de 58-59 degrés, ça commence à sentir le pain d'épices. Et à un moment donné où ça sent le pain d'épices cuit. Et du coup, ça, on n'en veut pas, quoi. Ça indique que très bientôt, il va falloir qu'on se retire de l'équation parce qu'il va falloir couper et arrêter la distillation. On aura récolté, grosso modo, 20 hectos ou 18 hectos d'alcool de cœur. La manière de couper donne l'empreinte de la distillerie et confère au cognac des éléments de sa personnalité.
La distillation, dont le cycle dure environ 24 heures, est une concentration des sucres et des arômes. Elle doit être achevée au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la récolte. Les eaux-de-vie sont ensuite retournées à Jean-Sébastien, dans son domaine du Pérat, où il va pouvoir commencer à les faire vieillir. Le cognac existe par son terroir, par l'eau-de-vie blanche, mais surtout par le vieillissement. Et le vieillissement, eh bien, c'est ce qui va se passer ici, et ce, pendant un certain nombre d'années. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans. Un des intérêts du vieillissement, c'est de choisir, de sélectionner le type de fût. Par exemple, celle-ci va être beaucoup plus prononcée en couleur. Pourtant, elle est de 2010. 2006, 1990. Ça veut dire que selon le type de fût, selon le boisé, selon le toasté du fût, on va avoir plus ou moins d'extraction de couleur ou d'arôme et d'interaction entre l'eau-de-vie et le fût. Tous ces fûts en chêne proviennent de la forêt de Troncet, dans le Limousin. Le long travail de maturation du cognac s'effectue grâce à la porosité du bois qui permet un contact indirect entre l'eau-de-vie et l'air ambiant. Les choix sont déterminants à cette étape. Hygrométrie, température, ambiance du chai, type de bois. Plus le vieillissement est long, plus les arômes vont se complexifier, évoluant de fruité ou fleuri à des notes de feuilles de tabac ou de champignons. Pendant ce vieillissement en fût, une partie de l'alcool s'évapore, c'est la part des anges. Un champignon très connu dans la région, Torula campniacensis, mange cet alcool, cet éthanol, et c'est pour ça que beaucoup de mûres de la région sont noirs. Ce champignon colonise également tous les mûrs de chais de cognac. D'ailleurs, pendant longtemps, ça a été un point de repérage pour les stocks d'eau-de-vie cachés derrière les murs, parce que forcément, il y avait du champignon sur les murs, et cette trace noire que l'on voit partout. Alors que les conditions climatiques fluctuent de plus en plus chaque année, Flavien essaie de s'adapter. Habituellement, il garde ses betteraves récoltées dans des silos. Mais les hivers trop doux mettent en danger ses stocks. Depuis quelques années, Flavien teste une nouvelle méthode de conservation en plein champ. Cette parcelle, cette année, on va la laisser tout l'hiver. Donc c'est pour la conservation. On va essayer de les ramasser que vers le 15 mars, sachant qu'on prend un risque, puisque s'il y avait des très grosses gelées, on pourrait perdre la parcelle complètement. Conserver en plein champ permet à Flavien d'avoir des betteraves de bonne qualité toute l'année. Il court un risque en cas de gel, mais s'il conservait en silo, elles pourraient pourrir. Donc là, on voit que le feuillage maintenant est en train de rougir, donc la betterave va être mûre. Ce qui va faire que là, on pourrait la ramasser dès aujourd'hui, et pourtant on va la garder pendant 4-5 mois, puisqu'elle va se conserver sans aucun problème. Une betterave qui n'a pas de feuilles va geler à moins 2 degrés. Avec les feuilles, elle est protégée, elle va tenir moins 4, moins 5. Donc la gelée, ça va prendre le collet, il va durcir et en 10 jours, il va complètement pourrir. Donc on les conserve en champ parce que la conservation va être meilleure. Donc en silo, on a une bonne conservation si on a des hivers froids. Si on a des hivers un peu plus chauds, c'est un peu plus délicat. L'état chauffe et on arrive à avoir de la perte, quoi. Donc depuis quelques années, on a des hivers un peu plus doux quand même. C'est peut-être des cycles, on ne sait pas. Donc on divise nos lieux de stockage en champs, en hangar, et puis on fait en palox, chambre froide. En véritable amoureux de cognac et du terroir, Jean-Sébastien Robiquet a décidé d'aller plus loin et de proposer une nouvelle offre de cognac. Ainsi, avec Maison Villevert, il a lancé en juin 2017 la Guilde du Cognac, dont Bertrand fait partie. Bertrand est un bouilleur de cru, c'est-à-dire qu'il distille son propre vin. Le monde du cognac est structuré autour de 4-5 grandes marques de cognac qui ont une notion impérative qui est la constance. Donc les milliers de bouilleurs de cru fournissent des grandes maisons et participent à l'assemblage collectif. L'idée de la guilde, c'est de mettre effectivement au centre du produit les hommes, le terroir et le cognac et cette multitude de... Il y a plus de 4000 bouilleurs de cru, donc il y a potentiellement 4000 goûts différents pour chaque eau de vie. L'objectif de la Guilde du Cognac est donc de mettre en avant le savoir-faire de l'artisan dans le travail de sa vigne et dans sa conduite de la distillation. Jean-Sébastien a parcouru la région pour dénicher les meilleurs bouilleurs de cru, comme Bertrand.
Véritable artisan, il représente aussi un engagement dans les traditions, le savoir-faire et le savoir-être. Le cognac, quelque part, c'est du patrimoine et du temps qui se boit, quoi. Chaque distillerie est différente. Si on intervertit, si je prends une autre distillerie, si quelqu'un vient ici, on ne sortira pas les mêmes eaux-de-vie avec le même vin. C'est de la cuisine. On a tous la même recette, mais on ne fait pas la même chose. Dans les partis pris de Bertrand, il y en a quelques-uns. Au-delà du territoire, il y a ses chaudières, il y a son caractère, il y a le goût qu'il impose à ses eaux de vie, il y a tout ça, ce qui fait que, oui, c'est aussi un artisan, mais comme beaucoup de personnes qui ont des partis pris. Le cognac est le plus souvent issu d'un assemblage de plusieurs crus. Pourtant, chaque cru possède sa propre identité. Il est à l'image de l'artisan qui le travaille et il a le goût de l'année et du terroir. C'est ce que veut mettre en avant Jean-Sébastien avec la Guilde du Cognac. Une vision très novatrice qui permet ainsi aux avertis de découvrir des cognacs insolites jusqu'alors cachés. Hop. Petit à petit, on a de plus en plus de personnes qui sont extrêmement intéressées par ce concept parce que c'est remettre aussi l'homme au cœur du cognac. Chaque cognac est différent car chaque terroir est différent. Ce sont ces nuances qui font la richesse de la région et qui permettent aux artisans de perpétuer des traditions, de faire redécouvrir parfois leur patrimoine. Tout comme la betterave crapaudine qui, après des années d'oubli, a pu retrouver sa place dans la Saintonge.